Il arrive que le destin s'acharne sur vous alors que vous êtes au plus bas, une sensation que Stéphane Leclerc ne connaissait que trop bien. Ce père veuf se tenait au milieu de la casse héritée de son grand-père, voyant s'envoler les espoirs de son fils adolescent, tandis que les créanciers se faisaient plus pressants et que le voisinage chuchotait sur le déshonneur de sa famille. Chacun s'accordait à dire que cette casse était sans valeur, rien de plus que des hectares de ferraille grillant sous le soleil implacable du midi. Pourtant, en déplaçant quelques vieilles carcasses d'automobiles, Stéphane mit au jour un hangar cadenassé qui dissimulait 3 avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. D'une valeur de 15 millions d'euros, ces appareils étaient considérés comme définitivement perdus. Désormais, Stéphane disposait de 90 jours pour faire valoir ses droits de propriété avant de tout perdre. L'amour acharné d'un père et les secrets enfouis d'un aïeul seraient-ils suffisants pour préserver l'avenir des siens? Avant de poursuivre ce récit, nous serions curieux de savoir d'où vous nous suivez. Et si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner, car une surprise de taille vous attend demain. La lettre était parvenue un mardi, remise par un postier dont l'air contrit précédait même l'ouverture de la porte. Stéphane Leclerc frotta ses mains souillées de cambouis sur un torchon, y laissant des zébrures sombres, et prit l'enveloppe en recommandé. L'adresse de l'expéditeur lui serra les entrailles, cabinet de maître Dubois. Dans son atelier de mécanique automobile où régnait un désordre familier, les effluves d'huile de vidange et de liquide de frein se mariaient à l'arôme tenace du café matinal. Les mains de Stéphane étaient parcourues d'un léger tremblement tandis qu'il décachetait l'enveloppe, sans qu'il puisse déterminer si cela venait de ses 3 expressos déjà ingurgités ou d'une pure angoisse. Le papier en tête était formel, net et glacial. « Cher monsieur Leclerc », disait la première ligne. « C'est avec regret que nous vous notifions le décès de votre grand-père, M. Jean-Pierre Leclerc, survenu le 15 mars. Selon les termes de ses dernières volontés, vous êtes légataire de sa propriété 6 au 847 chemin de la Garrigue, d'une superficie d'environ 19 hectares avec ses bâtiments. » Stéphane s'affaissa dans le fauteuil en sky élimé derrière son bureau. 19 hectares de quoi, au juste? 15 ans s'étaient écoulés sans qu'il n'adresse la parole à son grand-père. Depuis ce jour où le vieil homme avait refusé d'être présent à l'enterrement de Sandrine. Le souvenir cuisait encore, le cercueil de son épouse mis en terre, et son grand-père, absent, muré dans une ancienne rancœur dont Stéphane n'avait jamais saisi les tenants et les aboutissants. La sonnette de l'atelier retentit. Léo, 17 ans, entra, le sac à dos jeté sur une épaule, sa mèche brune lui barrant le regard d'une façon qui le faisait ressembler de manière frappante à Sandrine au même âge. Précipitamment, Stéphane plia la lettre et la glissa dans un tiroir. La journée au lycée? S'enquit Stéphane, s'efforçant de garder un ton neutre. Léo haussa les épaules, un geste qui était devenu sa réponse quasi universelle depuis 1 an. Ça va. Madame Dubois m'a dit qu'il fallait que je commence à m'occuper de Parcoursup, mais je lui ai répondu qu'on n'aurait sûrement pas les moyens. Chaque mot fut pour Stéphane un coup de massue. Il vit son fils filer vers l'arrière-boutique, son sanctuaire où il s'adonnait à la menuiserie, assemblant des maquettes d'avions en balsa d'une finesse qui laissait Stéphane pantois. L'adolescent tenait les dons artistiques de sa mère et la minutie obsessionnelle de son grand-père, un détail que Stéphane s'était bien gardé de lui révéler. Le soir venu, une fois Léo reclus dans sa chambre, absorbé par ses devoirs et une musique assourdissante filtrant de son casque, Stéphane exhuma la lettre pour la parcourir à nouveau. L'avocat exigeait un appel sous 30 jours pour finaliser le transfert. Le courrier mentionnait aussi des dettes et hypothèques qu'il faudrait apurer. Stéphane alluma son vieil ordinateur portable, qui s'ébroua dans un râle évoquant la vieille camionnette de son grand-père par une matinée glaciale. Il localisa l'adresse sur une vue satellite, découvrant un amas de constructions éparpillées sur un terrain aride, à 2 bonnes heures au sud de Toulouse. Même du ciel, l'endroit avait toutes les apparences d'une casse, des alignements de véhicules corrodés, des amoncellements de ferraille, et des bâtisses qui semblaient tenir par l'opération du Saint-Esprit. Son téléphone émit une vibration. Un message de la Banque nationale. Échéance impayée. Veuillez nous contacter au plus vite afin d'éviter toute procédure de recouvrement. Stéphane rabattit l'écran et se frictionna les tempes. Le garage ne rapportait plus assez pour couvrir le prêt de leur petite maison, sans parler des rêves d'études supérieures de Léo. Chaque mois était un nouveau rappel de son échec, une nouvelle menace, une nouvelle preuve de son incapacité à subvenir à leurs besoins. Sandrine, elle, aurait trouvé une solution. Elle avait toujours eu le sens des affaires, le don de l'organisation, et une foi inébranlable en l'avenir. Le lendemain matin, Stéphane découvrit Léo dans la cuisine,
absorbé par son téléphone, une cuillère de céréales à la main. Un rayon de soleil transperçait la pièce, faisant danser les poussières en suspension et accentuant la fêlure du carreau que Stéphane remettait toujours à plus tard de changer. « Il faut que je parte en déplacement », annonça Stéphane en se servant un café dans un mug proclamant « Meilleur papa du monde », un vestige d'une fête des pères d'un temps révolu. « Ça te dit de m'accompagner » Léo releva la tête, méfiant. « Pour aller où ?»« Visiter un bien que ton arrière-grand-père nous a légué. » J'ignorais avoir un arrière-grand-père. Stéphane prit place en face de son fils, remarquant sa carrure qui s'était affirmée cette année, sa voix qui avait mué. Il devenait un homme, alors que pour Stéphane, il venait à peine d'apprendre à marcher. C'était mon grand-père, Jean-Pierre Leclerc. On n'était pas proches. Et c'est quoi, comme bien ? Stéphane marqua une pause. Une casse. La cuillère de Léo heurta la faïence de son bol. Sans blague ? C'est tout ce qu'il nous laisse ? Une casse. Ça a peut-être de la valeur. Le terrain, tu comprends. Léo émit un ricanement qui rappela cruellement à Stéphane son propre scepticisme adolescent. Génial. Donc, au lieu d'un héritage pour payer mes études, je me retrouve avec un tas de ferraille au milieu de la garrigue. On ne peut rien affirmer sans avoir vu. Ils mirent le cap au sud par l'autoroute A61, regardant la ligne d'horizon de Toulouse s'estomper dans le rétroviseur, cédant la place au paysage âpre de la garrigue. Au loin, des cyprès se profilaient, tels des sentinelles figées dans une posture de soumission éternelle au soleil de plomb. Stéphane avait préféré baisser les vitres plutôt que d'enclencher la climatisation, à la fois par souci d'économie et parce que l'air de la campagne lui procurait une sensation de purification, même lourde de chaleur. Léo, écouteur vissé sur les oreilles, feignait l'indifférence, mais Stéphane le surprit à plusieurs reprises en train d'observer le panorama. L'amour des grands espaces, hérité de Sandrine, était là, bien que le garçon s'en défendît. Ils bifurquèrent sur un chemin de terre caouteux, serpentant entre garrigues et amoncellements rocheux. Une enseigne rongée par les éléments proclamait « Le dépôt Leclerc » en lettres rouges passées. En dessous, une mention plus discrète, pièces détachées, métaux, tarifs attractifs. Le mot « fermé » avait été tagué en noir au bas du panneau. Le portail était entravé par une épaisse chaîne et un cadenas, dont Stéphane trouva la clé dans l'enveloppe de l'avocat. La chaîne produisit un son métallique et lugubre en tombant, qui résonna dans le silence comme le glas de ses derniers espoirs. Devant eux s'étalait un cimetière d'automobiles à perte de vue. Des véhicules de chaque décennie depuis les années 40 formaient des rangées désordonnées, leurs carrosseries dévorées par la rouille et la poussière. Certains étaient empilés les uns sur les autres, formant des montagnes de tôle projetant des ombres démesurées sur le sol sablonneux. Utilitaires, berlines, coupé sport, monospace, un PAN entier de l'histoire automobile qui se décomposait lentement. Voilà donc son héritage. Léo ôta ses écouteurs, la voix chargée de mépris. Regarde-moi ce dépotoir. On dirait une nécropole pour voiture. Stéphane déambulait entre les allées, le crissement de ses bottes sur les débris de verre et de métal brisant le silence. En dépit du chaos ambiant, un semblant d'ordre se dégageait, les modèles français d'un côté, les étrangères de l'autre, les camionnettes en fond de terrain. Son grand-père avait été un homme d'ordre, jusque dans sa manie de tout conserver. Ils atteignirent le hangar principal, une bâtisse de tôle ondulée qui avait dû être blanche jadis et arborait maintenant une patine forgée par le temps. L'air à l'intérieur était irrespirable, un mélange d'huile rance, de caoutchouc et d'une autre fragrance, plus subtile. Elle rappela à Stéphane l'eau de Cologne de son aïeul, un parfum qu'il croyait oublié. Le long des murs, des établis croulaient sous un outillage d'un autre âge, des clés forgées, des instruments de mesure d'une grande précision, et d'autres outils dont il ne devinait même pas l'usage. Une fine pellicule de poussière recouvrait tout, mais les outils en dessous étaient impeccables, entretenus avec soin. Un accumulateur, certes, mais un accumulateur soigneux de son matériel. Incroyable, souffla Léo en saisissant un poinçon aux manches de bois et à la virole de laiton. C'est un travail d'artisan, ça. Digne d'un musée. Stéphane observa son fils, qui examinait l'objet avec la même concentration méticuleuse qu'il mettait dans ses maquettes. Une lueur de reconnaissance brillait dans ses yeux, celle de la qualité et de la fonction. Le reste de l'après-midi fut consacré à l'exploration des lieux. Ils découvrirent d'autres hangars remplis de pièces détachées, classées par marque et par année. Des moteurs suspendus à des palans, chaque pièce étiquetée.
Des boîtes de vitesses alignées comme des bûches. Des rayonnages supportant des milliers de petites pièces carburateur, alternateur, démarreur, chacune identifiée par une étiquette manuscrite de son grand-père. Il ne faisait pas que récupérer de la ferraille, fit remarquer Léo en arpentant les allées de ce magasin de pièces géant. Il sauvait des choses. Ces voitures sont bonnes pour la casse, mais leurs pièces peuvent en sauver d'autres. Une fierté inattendue envahit Stéphane devant la lucidité de son fils. Peut-être y avait-il vraiment ici quelque chose à préserver, même si ce n'était pas le trésor financier qu'il avait secrètement espéré. Au crépuscule, alors que le ciel s'embrasait de teintes cuivrées et dorées, Stéphane se retrouva au milieu de la casse, cerné par les reliques d'une vie entière. Son grand-père avait passé sa vie à amasser ces fragments d'histoire automobile, et Stéphane avait l'intuition que cela dépassait la simple entreprise de récupération. On ferait mieux d'y aller, lança Léo, sa voix ayant perdu sa tonalité méprisante. La nuit tombe. Stéphane acquiesça. Mais au moment de rejoindre la voiture, son regard fut attiré par un reflet métallique derrière une muraille de carcasse, à la lisière de l'ombre. Un bref instant, il crut voir une forme incongrue, qui ne relevait pas de l'automobile. « T'as vu ça » demanda-t-il à Léo. « Quoi donc » Stéphane désigna du doigt le fond du terrain, mais la lumière avait décliné et ce qu'il avait aperçu s'était fondu dans les ténèbres. « Laisse tomber, dit-il. J'ai cru voir un truc. » Pourtant, sur le chemin du retour, dans la pénombre grandissante, l'image ne le quittait pas. Une masse métallique, imposante, dissimulée derrière des décennies de véhicules entassés, une anomalie dans le chaos méticuleusement orchestré de son grand-père. Une anomalie qui pouvait potentiellement tout changer. Cette nuit-là, le sommeil fuit Stéphane. L'image de ce reflet métallique, vu ou imaginé, derrière la muraille de voitures rouillées, tournait en boucle dans son esprit. Au réveil, il s'était presque persuadé qu'il ne s'agissait que d'une autre automobile, un vieux camion ou une remorque remisée là par son grand-père, mais l'idée continuait de le tarauder, telle une écharde. « On y retourne », déclara-t-il à Léo pendant le petit déjeuner. Son fils, le nez sur son téléphone, arqua un sourcil. « À la casse ? Pourquoi faire ? Je veux vérifier quelque chose. J'ai peut-être raté un détail. » Léo se contenta de hausser les épaules et de replonger dans son écran, mais Stéphane le vit glisser une bouteille d'eau et son appareil photo dans son sac avant de partir. Le garçon était peut-être plus intrigué qu'il ne voulait bien le montrer. Le trajet, de jour, parut plus bref. Le paysage de la garrigue, moins énigmatique, semblait plus accueillant sous le soleil matinal. Ils arrivèrent à la casse alors que le thermomètre entamait sa montée vers des sommets intolérables, le portail en fer étant déjà brûlant au toucher. Cette fois, Stéphane se dirigea sans détour vers le fond du terrain, là où il avait perçu le mystérieux éclat. Les voitures empilées formaient de véritables canyons de rouille et de peinture écaillée, leurs vitres depuis longtemps pulvérisées par les éléments et l'usure du temps. Beaucoup avaient été cannibalisés, ne laissant que des châssis décharnés qui dessinaient des ombres complexes sur le sol poussiéreux. « On est censé chercher quoi, au juste » demanda Léo, emboîtant le pas à son père dans les étroits corridors formés par ces monuments de tôle. « Je ne sais pas trop. Un truc qui m'a semblé bizarre hier. » Ils s'enfoncèrent dans ce dédale mécanique, dépassant des voitures des années 50 aux pare-chocs chromés et aux ailerons extravagants, puis une section de sportives des années 70, capots béants comme des gueules affamées. Le grand-père de Stéphane avait créé, sans le vouloir, un conservatoire du design automobile français en classant les véhicules par époque. « Papa, viens voir. » Stéphane se retourna. Léo se tenait près d'une Peugeot 404 de 1967. Sa peinture bleue était ternie, mais la couleur restait identifiable. L'état général de la voiture était bien meilleur que celui des autres, et son intérieur avait été protégé par une bâche. Il tenait à celle-là, remarqua Léo, caressant le capot du bout des doigts, comme s'il envisageait déjà de la retaper. Stéphane sentit à nouveau une pointe de regret concernant sa brouille avec le vieil homme. Combien de projets son grand-père avait-il menés, seul, ici ? Combien de rêves avait-il poursuivis en solitaire, pendant que lui, à Toulouse, entretenait ses rancœurs? Ils poursuivirent leur exploration, et Stéphane le vit de nouveau, un flash métallique et anguleux derrière une haute pile de carcasses. Cette fois, aucun doute possible, ce n'était pas une voiture. Là-bas, dit-il en montrant la direction. Derrière ces bagnoles. Léo plissa les yeux. Je ne vois rien.
Il va falloir bouger quelques-unes de ces épaves pour y voir plus clair. 2 heures de manœuvre délicates furent nécessaires, à l'aide du vieux chariot élévateur de la casse, que Stéphane fut surpris de voir démarrer, pour ouvrir une brèche dans le mur de véhicule. L'engin, asthmatique et géniard, accomplit sa tâche, soulevant les carcasses rouillées pour les déposer plus loin. La découverte qui s'ensuivit laissa Stéphane sans voix. Derrière la barrière de voiture se dressait un hangar en tôle ondulée qu'il n'avait pas vu la veille. Plus vaste que l'atelier principal, il devait mesurer une vingtaine de mètres de long sur 12 de large. Aucune fenêtre, juste une double porte en acier massif, barrée par 3 cadenas. La construction semblait plus récente que les autres, ses murs droits et solides, défiant les décennies passées sous un soleil de plomb. « À ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » murmura Léo, comme si un ton trop élevé risquait de profaner les secrets qui le renfermaient. Stéphane s'approcha des portes, examinant les cadenas. Ils étaient robustes, du type qu'on utilise pour protéger des biens de grande valeur. Son grand-père n'avait pas mis de la simple ferraille sous si haute sécurité. Il sortit le trousseau de clés de l'avocat, un assortiment de laiton et d'acier tiédi par sa poche. La plupart des clés étaient destinées à des voitures ou à des serrures ordinaires, mais 3 d'entre elles se distinguaient, plus massives, plus complexes, leur usinage de précision trahissant des serrures haut de gamme. La première clé entra sans effort dans le cadenas du haut et tourna dans un déclic net qui se répercuta sur les parois métalliques. Le deuxième s'ouvrit avec la même facilité, et le troisième sembla se détacher de lui-même, comme s'il n'attendait que cet instant depuis des décennies. Les mains de Stéphane tremblaient lorsqu'il empoigna la poignée. Derrière lui, Léo était pétrifié, le silence et l'attente s'étant abattus sur eux avec la même lourdeur que la chaleur ambiante. Les portes pivotèrent dans un grincement de protestation, et Stéphane pénétra dans une obscurité imprégnée d'odeur d'huile, de toile et d'une autre senteur, familière mais insaisissable. Il chercha à tâtons un interrupteur sur le mur, et des néons se mirent à clignoter, illuminant la scène. La vision qui s'offrit à eux était à la limite du concevable. 3 aéronefs se tenaient là, tels des géants endormis, leurs silhouettes masquées par des bâches de toile qui les avaient préservés de la poussière pendant des décennies. Même ainsi couverts, leur forme était indiscutablement celle d'avions militaires. Les ailes en flèche, la posture agressive, des lignes fonctionnelles qui respiraient la puissance et la précision. « Oh la vache !» balbutia Léo, avant de se reprendre. « Papa, ce sont des avions ?» Comme dans un songe, Stéphane s'avança vers l'appareil le plus proche, avec le respect dû à un lieu sacré. La bâche était maintenue par des cordelettes nouées avec soin, un travail de quelqu'un soucieux de préserver ce qu'elle recouvrait. Ses doigts, malgré leur tremblement, défirent les nœuds avec une dextérité acquise au fil des ans. La toile glissa, révélant une merveille qui aurait eu sa place dans un musée, et non dans une case perdue. L'avion était un chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Sa carlingue en aluminium, malgré les années, était polie comme un miroir. La verrière du cockpit était immaculée, les pales de l'hélice figées dans une position d'une symétrie parfaite. Sur le fuselage, à peine estompé par le temps, les numéros 44 à 83 887. Et juste en dessous, en plus petit, BTS Dream. C'est impossible, souffla Stéphane. On ne trouve pas ça dans une collection privée. Léo avait déjà débâché le deuxième appareil, un autre chasseur de la même époque, mais bimoteur et doté d'un double fuselage, une configuration que Stéphane n'avait jamais vue. Celui-ci portait l'immatriculation 44 à 65 168 et le nom, Desert Fox, peint en lettres cursives sous le cockpit. Le troisième avion était différent, plus racé, d'allure plus moderne en dépit de son âge. Une fois la bâche retirée, ils découvrirent un appareil peint en bleu marine, orné d'étoiles blanches, son unique capot moteur rutilant comme une pièce d'orfèvrerie sous la lumière crue des néons. Stupéfait, Stéphane fit le tour des appareils, remarquant les signes d'une conservation méticuleuse. Les pneus étaient gonflés, les gouvernes s'articulaient sans résistance, et tout était d'une propreté irréprochable. Quelqu'un avait veillé sur ces avions bien après la fin de la guerre. « Papa !» La voix de Léo n'était qu'un souffle. « Tu sais ce que c'est » Stéphane fit non de la tête, mais des bribes de souvenirs remontaient à la surface. Des récits de son grand-père, quand il était enfant, avant que les querelles et l'éloignement ne les séparent. Des histoires de guerre, d'avions, de pilotes, des choses qui ne devaient pas sortir du cercle familial. « Je crois, » articula lentement Stéphane, « que ton arrière-grand-père nous a caché bien plus de secrets qu'on ne l'imaginait. » Sur un établi au fond du hangar, il avisa un épais dossier cartonné.
À l'intérieur, des carnets de maintenance, des fiches de consommation de carburant, et une correspondance avec des revendeurs de surplus militaires, datés de 1946. Les documents étaient jaunis, mais dans un état de conservation parfait, comme si son grand-père avait su que quelqu'un, un jour, aurait besoin de comprendre son œuvre. Au fond du dossier, une lettre manuscrite, de l'écriture appliquée de son grand-père. L'adresse était laconique, à ma famille. Les mains de Stéphane tremblaient en la dépliant. Ces oiseaux sont revenus de la guerre meurtrie, dans leur âme sinon dans leur chair, débutait la lettre. L'État voulait les envoyer à la fonte, mais je ne pouvais m'y résoudre. Chaque rivet, chaque câble, chaque plaque d'aluminium est un témoignage du courage de jeunes hommes qui ont tout sacrifié pour leur patrie. Je les ai sauvés, non par appât du gain, mais pour honorer leur mémoire. Si vous lisez ces lignes, j'espère que vous comprendrez que certaines choses ont plus de valeur que l'argent. Elles méritent d'être transmises aux générations qui n'entendront jamais le son de la liberté fendre les cieux. Stéphane leva les yeux vers les 3 appareils, qui n'étaient plus à ses yeux de simples antiquités de valeur, mais des monuments érigés au courage et au sacrifice. Son grand-père n'était pas un accumulateur de ferraille, mais un gardien de l'histoire française. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on a là, dit-il à Léo, qui mitraillait chaque détail avec son téléphone. Et qu'on décide de ce qu'on va en faire. En refermant la porte du hangar, Stéphane sentit le poids d'une nouvelle responsabilité sur ses épaules. Ce n'était pas que des avions. C'était un héritage, une mission qui lui était confiée, qu'il en soit digne ou non. Et dans un recoin de son esprit, une petite voix lui soufflait que 3 chasseurs de la Seconde Guerre mondiale parfaitement conservés pourraient bien valoir assez pour changer sa vie et celle de Léo à jamais. La soirée durant, Stéphane resta courbé sur son ordinateur portable, les yeux rivés sur l'écran, tandis que Léo planchait sur ses devoirs à la table de la cuisine. Le vieil ordinateur s'essoufflait sous le poids des onglets multiples, Stéphane passant au crible les sites sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, tentant de recouper leurs trouvailles avec les archives et les codes des ventes aux enchères. Le bimoteur, on dirait un P82 Twin Mustang, déclara-t-il, citant un site spécialisé. Il n'en aurait construit que 200. Léo délaissa un instant son exercice de mathématiques. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Pour la rareté, c'est excellent. Pour trouver des pièces ou de la documentation, c'est probablement une catastrophe. Stéphane navigua entre des dizaines de pages d'identification, comparant les photos d'archives aux clichés pris par Léo. Le monomoteur était sans conteste un P51 Mustang, l'un des chasseurs les plus emblématiques du conflit. L'avion bleu marine, en revanche, était plus ardu à identifier. Ses lignes rappelaient d'autres chasseurs de l'époque, mais sa configuration avait quelque chose d'unique. Tiens, dit Stéphane, tombant sur une page consacrée au prototype. Je crois que le bleu est un appareil expérimental. Regarde la forme du capot moteur. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. À minuit, un carnet entier était rempli de numéros de série, de spécifications techniques et de chiffres de production. Ces découvertes étaient aussi exaltantes qu'effrayantes. Si les avions étaient authentiques, et tout portait à le croire, ils constituaient une collection d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Le lendemain, Stéphane prétexta une maladie pour ne pas ouvrir le garage et se rendit à la bibliothèque municipale de Toulouse. La bibliothécaire responsable des archives, une femme aux cheveux grisonnants et à la patience infinie, l'orienta vers des bases de données et des archives historiques inaccessibles en ligne. Vous vous intéressez à des appareils extrêmement rares, commenta-t-elle en affichant des registres d'acquisition des archives nationales. Puis-je me permettre de vous demander pourquoi? Stéphane marqua un temps d'arrêt, puis opta pour la franchise. Mon grand-père m'a légué quelques avions. J'essaie de savoir ce que c'est et ce que ça vaut. La bibliothécaire haussa les sourcils. Des avions en héritage? Voilà qui est peu commun. De quel modèle s'agit-il? Stéphane lui montra les photos de Léo. Son expression devint de plus en plus grave à chaque cliché. Monsieur Leclerc, dit-elle à voix basse. Si ces appareils sont authentiques, vous avez hérité de quelques-uns des avions les plus rares au monde. Ce P82 Twin Mustang, il doit en rester 5 en état de vol, tout au plus. Quant à ce prototype, ajouta-t-elle en pointant l'avion bleu, je ne suis pas certaine d'en avoir déjà vu un semblable. Elle l'aida à identifier l'appareil mystère, une variante expérimentale du F-7F Tiger IV, modifiée pour les opérations sur porte-avions mais jamais produite en série. D'après les archives, seuls 3 exemplaires avaient été construits, et tous étaient réputés avoir été ferraillés après la guerre.
Vous devriez consulter un spécialiste de l'authentification de Warbird, lui conseilla TL. Ces avions, s'ils sont authentiques, sont des pièces historiques majeures. Leur place est dans un musée, ou entre les mains de collectionneurs avertis. Stéphane quitta la bibliothèque avec une liasse de photocopies et le sentiment grandissant d'être complètement dépassé. Ces avions n'étaient pas seulement de grande valeur, ils étaient un PAN de l'histoire, ce qui signifiait que beaucoup de gens chercheraient à se les approprier. Son téléphone se mit à sonner alors qu'il regagnait sa voiture. Un numéro inconnu. Monsieur Leclerc, maître Dubois à l'appareil, le notaire de votre grand-père. J'ose espérer que vous avez pu visiter la propriété. Oui, nous y étions hier. Parfait. Je souhaitais vous informer que j'ai reçu plusieurs marques d'intérêt pour le terrain. Une société de promotion immobilière est très désireuse de vous soumettre une offre. La main de Stéphane se crispa sur le téléphone. Quelle société? Les Resorts Belvédère du Sud. Ils envisagent la construction d'un complexe hôtelier de luxe avec golf et spa dans le secteur. L'emplacement est idéal pour eux. Isolé, mais accessible, avec une vue imprenable sur les montagnes. Et de quelle sorte d'offre parle-t-on? Ils sont prêts à conclure rapidement. Un achat comptant, à un prix supérieur à celui du marché pour ce type de terrain. J'ai les documents préliminaires à votre disposition si vous souhaitez les consulter. Stéphane songea au hangar dissimulé derrière les piles de voitures, à ces 3 avions irremplaçables dont personne ne connaissait l'existence. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je comprends, mais sachez qu'ils sont pressés. Ce genre de projet exige une planification considérable, et ils veulent lancer le chantier avant l'été. Après avoir raccroché, Stéphane resta un long moment dans sa voiture, observant le va-et-vient des passants, son esprit en ébullition. La logique commandait de vendre le terrain au promoteur. Une transaction rapide, nette, et suffisamment lucrative pour éponger ses dettes et peut-être même constituer une épargne pour les études de Léo. Mais à chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les 3 avions, dans leur hangar secret, préservés par le dévouement acharné de son grand-père. Comment pouvait-il anéantir un tel héritage pour un terrain de golf? Le soir même, il composa le numéro que lui avait donné la bibliothécaire, celui de Bernard Leclerc, un mécanicien de l'armée de l'air à la retraite, devenu une sommité dans l'authentification des Warbird. Leclerc, répondit Bernard après que Stéphane lui eut exposé la situation. Votre grand-père, c'était Jean-Pierre Leclerc. Vous le connaissiez? De réputation. Une légende dans le milieu des avions de collection. Toujours à l'affût de pièces rares dans les bourses d'échange. Prêt à payer le prix fort pour de l'authentique. On s'est tous demandé ce qu'il pouvait bien fabriquer, mais il est resté muet comme une carpe. Une fierté inattendue étreignit Stéphane en entendant son grand-père évoquer avec un tel respect. Accepteriez-vous de jeter un œil à ce qu'il a laissé? Mon cher, si Jean-Pierre Leclerc a conservé 3 Warbird pendant 60 ans, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand est-ce qu'on se voit? Ils fixèrent un rendez-vous à la casse pour le samedi suivant. Stéphane passa le reste de la semaine à faire semblant, à s'occuper du garage, l'esprit entièrement tourné vers le hangar et ses trésors. Vendredi après-midi, un SUV noir se gara devant son atelier. 2 hommes en costume en descendirent. L'instinct de Stéphane lui cria de se méfier. Ce n'étaient pas des clients. Monsieur Leclerc, dit le plus âgé en lui tendant la main. Jacques Moreau, de la société Les Resorts Belvédère du Sud. Notre notaire vous a, je crois, contacté au sujet de la propriété de votre grand-père. Stéphane s'essuya les mains sur un chiffon avant de la lui serrer. J'étudie encore les possibilités. Naturellement. Cela prend du temps. J'aurais aimé visiter le site moi-même, pour me faire une meilleure idée du potentiel. Je ne pense pas que ce soit utile pour l'instant. Le sourire de Moreau ne se départit pas, mais un éclat glacial passa dans son regard. Monsieur Leclerc, je conçois l'attachement que vous pouvez avoir pour cette propriété, mais soyons réalistes. C'est une casse au milieu de nulle part. Que pourriez-vous bien faire de 19 hectares de ferraille? Stéphane le fixa droit dans les yeux. Comme je vous l'ai dit, j'étudie encore les possibilités. Une fois les hommes partis, Stéphane ne put chasser l'impression que la visite de Moreau tenait plus de l'intimidation que de la négociation. L'homme s'était montré trop pressant, trop insistant pour une simple prise de contact. Cette nuit-là, Stéphane prit une décision qui le surprit lui-même.
Il ne vendrait pas. Pas avant d'avoir compris la nature exacte de l'héritage de son grand-père, et ses motivations. Ces avions étaient la clé d'une histoire bien plus vaste, une histoire qui prenait racine dans une guerre menée avant sa naissance, et qui aboutissait dans un hangar où 3 appareils attendaient patiemment qu'on reconnaisse leur importance. Et il pressentait que cette reconnaissance lui coûterait bien plus qu'il ne l'imaginait. Mais certaines choses, comme le disait la lettre de son grand-père, n'ont pas de prix. Le samedi matin se leva dans une clarté typique de la garrigue, où tout semblait possible. Stéphane et Léo prirent la route de la casse pour y retrouver Bernard Leclerc. Le silence dans la voiture était empreint d'une attente fébrile. Stéphane avait passé la nuit à se demander s'il ne commettait pas une folie en révélant le secret de son grand-père à un inconnu. Mais la bibliothécaire avait loué la réputation et l'honnêteté de Bernard. Ils le trouvèrent près du portail, un homme élancé d'environ 70 ans, aux cheveux d'argent et aux mains marquées par des décennies de travail sur les aéronefs. Coiffé d'une casquette usée de l'armée de l'air, son visage trahissait une excitation à peine contenue. Alors les jeunes, prêts à écrire une page d'histoire ? Lança-t-il pendant que Stéphane retirait la chaîne. La réaction de Bernard face à la casse surprit Stéphane. Loin de dédaigner les alignements de véhicules rouillés, le vieux mécanicien les parcourait avec un intérêt manifeste, s'arrêtant pour inspecter une voiture ou un moteur. « Votre grand-père avait le coup d'œil », fit-il remarquer en caressant le capot d'une Citroën DS de 1970. Même sa collection de voitures témoigne d'une grande expertise. Ce n'est pas un amassis de ferraille, ce sont des spécimens choisis de l'ingénierie française. Arrivé devant le hangar dissimulé, Bernard redevint sérieux. Avant d'entrer, les garçons, je veux que vous sachiez une chose. Si ce que vous m'avez décrit est authentique, vous allez devenir les dépositaires d'un PAN irremplaçable de l'histoire de France. C'est une charge, pas seulement une aubaine. Stéphane acquiesça, sans être certain de saisir toute la portée de ses mots. Dès que les portes du hangar s'ouvrirent et que les néons grésillèrent, l'attitude de Bernard se transforma. Il s'avança vers l'avion le plus proche avec la solennité d'un pèlerin, son regard balayant chaque détail du P-51 Mustang. « Juste ciel », murmura-t-il, s'approchant de l'avion les mains dans le dos, comme pour s'interdire de le toucher. « Il est parfait. Absolument parfait. » Il en fit lentement le tour, relevant des détails invisibles pour Stéphane, l'état de la carlingue, l'authenticité des couleurs, l'alignement de chaque rivet. « Ce n'est pas une simple restauration, » dit Bernard, la voix chargée d'émotion. « C'est une capsule temporelle. Regardez cette plaque. C'est celle d'origine. Les carnets de vol indiquent 0 heure depuis la dernière révision, en 1945. Votre grand-père n'a pas seulement conservé ses avions. Il les a maintenus en état de vol. » Devant le PI-82 Twin Mustang, Bernard dut s'asseoir sur un établi. Ses mains tremblaient en examinant les plaques d'identification. « Les jeunes, dit-il d'une voix faible. Savez-vous ce que vous avez là ? » « Un PI-82 Twin Mustang, répondit Léo. On a cherché sur Internet. Pas n'importe lequel. Le numéro de queue 44 à 65 168. Le Desert Fox. Le dernier Twin Mustang à avoir connu le feu, lors de missions de reconnaissance en Corée en 1950. Il a été abattu, porté disparu. La voix de Bernard était étranglée par l'émotion. J'ai écrit un article sur cet avion il y a 30 ans. Il est classé comme perdu, présumé détruit, dans toutes les archives. Un frisson parcourut Stéphane. Mais il est là. Il est là, confirma Bernard. Ce qui veut dire que votre grand-père a mis la main sur un avion que l'armée croyait perdu au combat. Ils passèrent au F-7F Tiger IV expérimental. L'excitation de Bernard était à son comble. Il sortit une loupe pour inspecter les plaques avec la minutie d'un expert scientifique. « C'est impossible, marmonna-t-il, comparant les numéros de série à des notes dans un carnet. D'après tous mes dossiers, ce prototype a été démantelé à l'usine Grumman en 1946. Mais il est là, lui aussi, fit remarquer Léo. Bernard les regarda, un mélange d'émerveillement et d'une sorte de crainte dans les yeux. « Les jeunes, ce que vous avez ici, ce n'est pas une simple collection d'avions rares. Ce sont des appareils qui, officiellement, n'existent pas. Et ça complique sérieusement les choses. » Il passa l'heure qui suivit à tout consigner, photographiant les plaques, les numéros de série des moteurs, et les modifications qui attestaient de l'authenticité des appareils. Quand il referma son carnet,
son visage était grave. Stéphane, je dois vous poser une question, et je vous demande d'y réfléchir. Avez-vous parlé de ces avions à quelqu'un d'autre? À vous seul. Et la bibliothécaire m'a aidé dans mes recherches, mais je ne lui ai pas dit où il se trouvait. C'est une bonne chose. Bernard s'épongea le front. Ces avions peuvent valoir entre 15 et 20 millions d'euros. Mais surtout, leur valeur historique est inestimable. Ce qui signifie que certains seraient prêts à tout pour les avoir. Quel genre de personne? Demanda Stéphane, bien qu'il ait déjà une idée de la réponse. Des collectionneurs sans scrupules, des trafiquants d'avions militaires qui opèrent en marge de la légalité, des agences gouvernementales qui pourraient vouloir récupérer ce qu'elles estiment leur avoir été volé. Le ton de Bernard était sans équivoque. Votre grand-père a gardé ce secret pendant 60 ans, et il avait ses raisons. Au moment de partir, Bernard prit Stéphane à part. Je veux vous aider, mais il va falloir être extrêmement prudent. D'abord, il vous faut des documents en règle qui prouvent que vous en êtes le propriétaire légal. Ensuite, il vous faudra l'aide d'experts pour les authentifier, et éventuellement, les restaurer. Les restaurer? Stéphane, ces avions sont faits pour voler. Les laisser dans un hangar, ce n'est pas les préserver. C'est les condamner à une autre forme de mort. Mais les remettre en état de vol exigera des compétences que vous n'avez pas, et un argent que vous n'avez probablement pas non plus. Sur la route de Toulouse, l'esprit de Stéphane était un tourbillon d'opportunités et d'obstacles. Les avions valaient une fortune, à condition qu'ils puissent prouver en être le propriétaire légitime. Leur importance historique attirait une attention potentiellement dangereuse. C'étaient des joyaux de l'aviation, mais leur préservation coûterait des ressources qu'ils n'avaient pas. « Papa » dit Léo en approchant de la ville. « On va faire quoi ?» La question était pertinente. Stéphane songea au promoteur, à ses dettes qui s'accumulaient, aux études de Léo. Il songea à la lettre de son grand-père, et à la responsabilité de préserver quelque chose qui le dépassait. « Je ne sais pas encore », avoua-t-il, « mais on trouvera une solution. » Le soir même, Stéphane rappela Bernard Leclerc. « Je veux lancer l'authentification et la restauration », annonça-t-il. « Coûte que coûte. » Voilà qui est parlé, approuva Bernard. « Mais il vous faudra de l'aide. Je pense à quelqu'un de parfait pour ça. Une ancienne pilote de transport de l'armée de l'air, Monique Girard. Elle a piloté ce genre d'appareil pendant la guerre. Et pour faire les choses dans les règles, il vous faudra quelqu'un qui maîtrise la documentation historique. Qui par exemple? Une doctorante de l'université de Toulouse que je connais. Une jeune femme brillante, qui fait sa thèse sur l'archéologie aéronautique de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'appelle Chloé Lim, et c'est exactement le genre de personne à qui votre grand-père aurait confié son secret. Stéphane nota les coordonnées que Bernard lui dictait. 3 avions, 3 experts, et 90 jours avant l'échéance des dettes. La tâche semblait insurmontable, mais le visage illuminé de Léo lui fit comprendre que l'impossible était devenu une nécessité. « Passez les coups de fil », dit Stéphane. « On va essayer de redonner vie à ces oiseaux. » Monique Girard débarqua à la casse un mardi matin, sous un ciel qui annonçait une journée caniculaire. À travers le grillage, Stéphane observa une camionnette Ford de 1965, impeccablement restaurée, approcher sur le chemin de terre, sa carrosserie turquoise étincelant au soleil. La femme qui en descendit se mouvait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui a passé sa vie au contact de machines potentiellement dangereuses. Petite et sèche, elle devait avoir dans les 85 ans. Ses cheveux argentés étaient noués en une queue de cheval fonctionnelle, et son regard semblait tout embrasser d'un seul coup. Elle portait des chaussures de sécurité, un jean aux plis impeccables et un blouson de cuir visiblement patiné par le temps. « Vous êtes Stéphane, je présume », dit-elle en lui tendant une main dont la poigne aurait pu broyer des noix. « Bernard Leclerc m'a dit que vous aviez quelques oiseaux en détresse. »« C'est exact, madame. »« Merci d'être venu. » Monique balaya la casse du regard avec une approbation non dissimulée. « On se croirait au cimetière d'avions de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Votre grand-père était un homme organisé. » Elle s'interrompit, le scrutant. « Vous lui ressemblez, d'ailleurs. La même mâchoire volontaire. Vous avez connu mon grand-père, Jean-Pierre Leclerc? » »« Si, je l'ai connu. On a fait affaire quelquefois. Il m'appelait pour des pièces spécifiques, des conseils techniques. Il ne m'a jamais dit sur quoi il travaillait,
mais j'ai toujours su que c'était quelque chose de gros. Une lueur de curiosité anima son regard. Bernard dit que vous avez mis la main sur son projet. Stéphane la guida à travers le dédale de carcasses jusqu'au hangar secret, Léo sur leurs talons avec une glacière remplie d'eau et de sandwichs. La chaleur était déjà accablante, et des vagues ondulaient au-dessus des tôles surchauffées. Lorsque les portes du hangar s'ouvrirent sur les 3 appareils, Monique Girard eut une réaction inattendue. Elle éclata de rire. Un rire de pure joie, qui se répercuta sur les parois métalliques. « Espèce de vieux fou magnifique », lança-t-elle à l'adresse du grand-père de Stéphane. « Tu as réussi ton coup. » Elle se dirigea d'abord vers le PS-51 Mustang, son œil d'experte décelant immédiatement des détails qui échappaient à Stéphane. Elle effleura le bord d'attaque de l'aile, testa les gouvernes, examina le moyeu de l'hélice avec la précision d'un horloger. Un modèle D, de début 45, à vue de nez, dit-elle sans le regarder. Encore son Merlin d'origine. Ça se voit à la forme des échappements. Et cette peinture? Ce n'est pas une restauration, c'est la peinture d'usine. Stéphane l'observait, fasciné par l'étendue de ses connaissances et la tendresse dans sa voix lorsqu'elle parlait de l'avion. Bernard a dit que vous aviez piloté ce genre d'appareil pendant la guerre. Piloté, convoyé, testé après réparation, et même planté 1 ou 2. Monique afficha un large sourire qui illumina son visage buriné. J'étais parmi les anciennes pilotes de transport de l'armée de l'air. On pilotait tout ce que l'armée possédait. On livrait les avions neufs des usines aux bases, on remorquait des cibles pour l'entraînement, on vérifiait que les avions réparés étaient sûrs pour les gars. Elle passa au PE-82 Twin Mustang, et son expression se fit plus grave. Alors ça, c'est une pièce rare. Je n'en ai piloté qu'un, une seule fois. C'était encore expérimental à mon époque. Trop neuf, trop complexe, trop cher pour être confié à des filles. Une amertume vieille de plusieurs décennies, mais toujours palpable, perçait dans sa voix. Mais vous pourriez le piloter aujourd'hui? Demanda Léo. Monique le regarda avec amusement. Mon petit, un pilote n'oublie jamais comment voler. La question n'est pas de savoir si je peux, mais si mes vieux os le devraient. Devant le F-7F Tiger IV expérimental, Monique resta silencieuse. Elle en fit 2 fois le tour avant de parler, son étonnement grandissant. Stéphane, réalisez-vous ce que vous avez là? Bernard a parlé d'un prototype. C'est le Graal de l'aviation embarquée. Monique chaussa ses lunettes et examina les plaques. La variante F-7F-3N. Il cherchait à créer le chasseur de nuit ultime. Bimoteur, radar d'interception, armement lourd. Seuls 3 ont été construits. Elle ouvrit un dossier qu'elle avait apporté, rempli de notes manuscrites et de documents techniques. J'ai enquêté sur votre grand-père depuis l'appel de Bernard. Jean-Pierre n'était pas un simple collectionneur. Il avait des contacts au sein de l'armée, des gens qui partageaient sa passion pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter dans l'esprit de Stéphane. Quel genre de contact? Des pilotes d'essai, des mécaniciens, et même des officiers qui estimaient que ces avions étaient trop précieux pour être ferraillés. Après la guerre, il y avait une pression énorme pour détruire les prototypes, afin que la technologie ne tombe pas dans de mauvaises mains. Votre grand-père semble avoir fait partie d'un réseau informel qui a sauvé les appareils les plus significatifs. Monique lui montra des correspondances entre son grand-père et divers militaires, datant de 1946 à 1980. Les lettres utilisaient un langage codé, mais le sens était clair, Jean-Pierre Leclerc avait méthodiquement sauvé des avions de la destruction. La question, dit Monique en refermant le dossier, c'est ce qu'on en fait maintenant. On veut les restaurer, déclara Léo avant que son père n'ait pu ouvrir la bouche. Les faire revoler. Monique sourit devant l'enthousiasme du garçon. C'est un bel objectif, mais ce n'est pas si simple. Chaque avion demandera des centaines d'heures de travail et des milliers d'euros de pièces et de matériaux. En supposant qu'on trouve les compétences nécessaires. De quoi auriez-vous besoin? Demanda Stéphane. Monique sortit un carnet et commença à dresser des listes. D'abord, une révision complète des moteurs. Ces Merlins n'ont pas tourné depuis des lustres. Tous les joints et les durites sont à changer. Le système hydraulique est à refaire. Tous les éléments en caoutchouc aux pneus, flexibles, joints sont fichus. La liste s'allongeait, mise à jour de l'avionique aux normes actuelles, inspection structurelle,
révision des hélices, remise en état du circuit de carburant. Au bas mot, dit Monique en faisant une estimation rapide, il faut compter 300 000 € pour remettre les trois en état de vol. Et ça, c'est si on trouve les pièces et les experts. L'espoir de Stéphane retomba. Même si les avions valaient des millions, il n'avait pas cette somme à investir. Mais il y a peut-être une autre solution, reprit Monique. Elle lui expliqua que le milieu des avions de collection était un petit monde de passionnés, où collectionneurs et amateurs étaient prêts à financer des restaurations d'envergure en échange d'un partenariat. Des musées et des fondations subventionnaient parfois des projets sur des appareils d'intérêt historique, en contrepartie d'un droit d'exposition. Et il existe des bourses pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique militaire, ajouta-t-elle. La documentation de votre grand-père pourrait rendre ces avions éligibles à des fonds d'associations d'anciens combattants et de sociétés historiques. Avant de partir, Monique se tourna vers Stéphane, un regard à la fois de défi et d'encouragement dans les yeux. Ce ne sera pas facile, et ce ne sera pas donné. Mais si vous voulez vraiment honorer la mémoire de votre grand-père, je suis avec vous. Ces avions doivent revoler. Stéphane contempla les trois Warbird, pensant aux décennies de travail solitaire de son grand-père, à l'enthousiasme de Léo, et à la responsabilité de préserver quelque chose qui le dépassait. « Quand est-ce qu'on commence » demanda-t-il. Monique eut un large sourire. « Demain, ça vous va ?» Et Stéphane, il nous faudra de l'aide. Bernard a parlé d'une doctorante parfaite pour ça. Quelqu'un qui maîtrise à la fois l'aspect historique et la paperasse. Chloé Lim. C'est ça. Si elle est aussi douée que Bernard le prétend, elle sera indispensable pour prouver l'authenticité et l'importance historique de ces appareils. Monique rangea ses affaires. Appelez-la ce soir. Dites-lui que Monique Girard se porte garante du projet. Ça devrait la convaincre. En verrouillant le hangar, Stéphane sentit le poids d'un nouvel engagement. Il n'était plus seulement l'héritier d'un secret, il était le gardien d'un héritage qui remontait à une guerre menée avant sa naissance, et qui se projetait vers les générations futures, celles qui apprendraient ce qu'est le courage au son des moteurs restaurés. Stéphane était absorbé par la lecture du journal de guerre de son grand-père, au point que les mots dansaient sur les pages jaunies. Il l'avait déniché derrière une plaque amovible de l'établi du hangar, précieusement enveloppée dans un tissu huilé. Le carnet en cuir, dont les entrées couraient de 1944 à 1946, ne contenait pas seulement des notes techniques, mais aussi les réflexions émues de son grand-père sur la guerre et les hommes aux commandes de ces machines. 15 mars 1945, pouvait-on lire. Charles Fournier est tombé aujourd'hui au-dessus de Berlin. Son PS-51, le BTS Dream, est rentré sans lui. Moteur touché, fuselage criblé de balles, mais il est rentré. Comment peut-on envoyer à la casse un avion qui s'est battu pour sauver son pilote? Comment peut-on réduire le courage en métal fondu? Un frisson parcourut Stéphane. Le PS-51 du hangar, baptisé le BTS Dream, était bien celui de cette entrée de journal vieille de plusieurs décennies. Chloé Lim était arrivée le matin même, animée d'un enthousiasme qui rappelait celui de Léo, mais canalisé par une rigueur scientifique qui força l'admiration de Monique. La jeune doctorante, à la fin de la vingtaine, cheveux sombres noués en une queue de cheval, avait des mains qui s'animaient pour illustrer ses propos. Elle avait fait la route depuis Montauban dans une Honda Civic pleine à craquer de documents, d'appareils photo et d'ordinateurs. C'est exceptionnel, déclara Chloé en photographiant des pages du journal. Un témoignage de première main sur la sauvegarde d'avions juste après la guerre. Cela pourrait réécrire notre vision de la gestion des surplus militaires de l'époque. Elle avait passé la semaine à éplucher le cadre légal de l'héritage de Stéphane, en collaboration avec les juristes de son université, pour s'assurer que le projet de restauration respectait la réglementation sur les aéronefs historiques. Ses premières conclusions étaient positives, Jean-Pierre Leclerc avait acquis les avions via les canaux officiels des surplus militaires, avec des documents établissant sans ambiguïté son titre de propriété. Votre grand-père était d'une rigueur administrative sans faille, expliqua Chloé en lui montrant des liasses de courriers et de factures. Chaque transaction, chaque modification, chaque intervention de maintenance est consignée. Un tel niveau de documentation est rarissime pour des Warbird civils. Stéphane poursuivit sa lecture pendant que Chloé travaillait. Chaque page éclairait un peu plus les motivations de son grand-père. Ce journal était plus qu'un carnet d'entretien, c'était un hommage aux pilotes disparus, un témoignage du lien fusionnel entre les aviateurs et leurs machines. 8 juin 1945, lisait-on plus loin. La guerre est finie en Europe,
mais ils continuent de tout détruire. J'ai vu un BE-17 découpé au chalumeau hier. Un vétéran de 30 missions. Le chef mécanicien pleurait en le regardant partir à la fonderie. Il disait que cet avion avait toujours ramené ses hommes, et voilà comment la France le remerciait. Monique trouva Stéphane assis à même le sol du hangar, le journal sur les genoux. Une lecture éprouvante ? Demanda-t-elle en s'asseyant à ses côtés, avec la lenteur de celle dont les articulations ont souffert. Je ne l'ai jamais compris, confia Stéphane. Quand j'étais gamin, il était si distant, si obsédé par cet endroit, que je le croyais plus attaché à sa ferraille qu'à sa famille. Mais en lisant ça, il ne collectionnait pas de la ferraille. Il sauvait des vies. Ou du moins, leurs souvenirs. Monique acquiesça, son regard brillant d'une compréhension née d'une expérience commune. Les hommes de cette génération ne parlaient pas de la guerre comme on le fait aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas mettre de mots sur le fait que voir un PL-51 démantelé, c'était comme voir un camarade mourir une seconde fois. Alors ils agissaient, en silence, en espérant qu'un jour, quelqu'un comprendrait. Léo sortit de sous le Tiger 4, où il aidait Chloé à répertorier les modifications de l'appareil. Le visage barbouillé de graisse et de poussière, il avait les yeux qui pétillaient d'excitation. « Papa, il faut que tu vois ça », dit-il en brandissant une petite plaque de métal. Chloé l'a trouvée dans le cockpit. On dirait une dédicace. Stéphane prit la plaque de laiton. Une inscription y était gravée, à la mémoire des hommes qui ont piloté ces oiseaux au cœur du danger, et dans l'espoir que les générations futures se souviendront de leur courage. J.P. Leclerc, 1946. Il ne se contentait pas de conserver des avions, dit Chloé, la voix admirative. Il bâtissait un mémorial. Chacun de ces appareils est lié à un pilote tombé au combat. La documentation prouve qu'il a retracé l'histoire de chaque avion, retrouvant les noms et les parcours des hommes qui les ont pilotés. La journée fut riche en découvertes. Des compartiments secrets dans le hangar révélèrent d'autres documents, des lettres de famille de pilotes remerciant Jean-Pierre d'avoir sauvé l'avion de leurs proches, une correspondance avec d'autres collectionneurs engagés dans la même démarche, et des plans détaillés pour la création d'un futur musée. Ça change toute la donne, déclara Monique en examinant les plans d'un musée de l'aviation que Jean-Pierre avait dessiné dans les années 60. Votre grand-père ne voyait pas ça comme une collection privée, mais comme la première pierre d'un projet bien plus vaste. La responsabilité qui pesait sur Stéphane s'alourdissait à chaque révélation. Son grand-père avait consacré 40 ans de sa vie non seulement à préserver des avions, mais aussi à documenter leur histoire, à honorer leurs pilotes, et à prévoir leur présentation au public. Ce hangar n'était pas un simple lieu de stockage, c'était un sanctuaire. On ne peut pas se contenter de les restaurer, dit Stéphane en regardant son équipe hétéroclite. On doit être à la hauteur de son projet. Les recherches de Chloé avaient mis au jour un autre élément capital. Le Tiger 4 expérimental était le dernier de son genre, ce qui en faisait une pièce non seulement de grande valeur, mais historiquement unique. Les musées du monde entier se l'arracheraient. Mais il y a un hic, dit Chloé en montrant à Stéphane une correspondance qu'elle venait de trouver. L'information commence à fuiter. J'ai eu 3 appels de courtiers cette semaine, qui se renseignaient sur des warbirds rares dans la région. Quelqu'un a vendu la mèche. Le visage de Monique se rembrunit. Le milieu est petit. Les nouvelles vont vite, et tous les acteurs ne sont pas honnêtes. Si les mauvaises personnes apprennent l'existence de ces avions. Le bruit de moteur se rapprochant interrompit sa phrase. Par les petites fenêtres du hangar, Stéphane vit 2 SUV noirs se garer près du portail. « Vous attendiez quelqu'un » demanda Monique. Stéphane secoua la tête, mais il reconnut l'un des véhicules. C'est le promoteur. Ils virent Jacques Moreau et 3 autres hommes descendre des SUV. Même à distance, il était évident que ce n'étaient pas des consultants. Ils se déplaçaient avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent par la force. Ils ne sont pas là pour un terrain, commenta Monique d'un ton sombre. Pas avec cette escorte. Stéphane sentit un nœud se former dans son estomac. Quelqu'un avait informé Moreau, et l'intérêt du promoteur n'était pas pour un projet immobilier. Il voulait les avions. Il faut filer, dit Chloé, qui remballait déjà ses affaires. S'il nous trouve ici. Non, coupa Stéphane fermement. C'est ma propriété, et ce sont les avions de mon grand-père. Pas question de fuir. Monique observait les hommes qui approchaient.
Stéphane, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ils sont venus prendre ce qu'ils veulent, et les considérations légales ne les arrêteront pas. Alors que les hommes arrivaient au hangar, Stéphane prit une décision qui le surprit lui-même. Il ne se laisserait pas intimider, mais il n'était pas assez fou pour affronter 4 inconnus hostiles seuls. Léo, appelle Bernard Leclerc, dit-il à voix basse. Dis-lui qu'on a besoin d'aide, et vite. Monique, il y a une autre sortie? Une porte de service mène à l'atelier, répondit-elle. Mais Stéphane. Je ne laisserai pas ces avions sans surveillance, affirma Stéphane, l'entêtement de son grand-père coulant dans ses veines. Mais je ne mettrai pas mon fils en danger pour autant. Dehors, les hommes étaient arrivés devant les portes. Stéphane entendit la voix de Moreau, dépouillé de son amabilité de façade, devenue froide et autoritaire. Monsieur Leclerc, on sait que vous êtes là. On doit parler. Les coups sur les portes métalliques résonnèrent comme des détonations. Le cœur de Stéphane s'emballa. Moreau et ses sbires n'attendraient pas d'invitation. Par la fenêtre, il les vit s'attaquer au cadenas. La porte de derrière, vite. Insista Monique. Mais Stéphane leva la main. Attendez, dit-il en sortant son téléphone. Je veux filmer ça. Stéphane, ce n'est pas le moment de jouer les reporters. Protesta Chloé. Mais il avait déjà lancé l'enregistrement. Un bruit de métal cisaillé emplit l'air. Les hommes de Moreau utilisaient un coupe-boulon. Stéphane se plaça de manière à pouvoir filmer par la fenêtre sans être vu. Monsieur Leclerc, cria Moreau, sa voix habituée à l'obéissance. Je sais que vous êtes là. On a trouvé les numéros d'immatriculation dans les papiers de votre grand-père. On doit parler de la propriété de ces appareils. Le sang de Stéphane se glaça. Les numéros d'immatriculation, les papiers de son grand-père. Comment Moreau avait-il obtenu ces informations? Le premier cadenas céda, puis le second. Alors que les hommes s'attaquaient au troisième, un détail frappa Stéphane. L'un d'eux portait un gilet tactique. Un autre tenait des documents. Ce n'est pas de l'intimidation, murmura Stéphane. Ils pensent avoir un droit légal sur ces avions. Les portes s'ouvrirent brutalement, inondant le hangar de lumière. Moreau entra le premier, suivi de 3 hommes qui n'avaient rien de promoteurs immobiliers. Leur chef, grand et mince, cheveux argentés, avait l'allure d'un officier supérieur. Derrière lui, 2 hommes plus jeunes se déplaçaient avec l'agilité d'agents de sécurité privés. Monsieur Leclerc, dit Moreau en l'apercevant. Heureux de voir que vous êtes resté. Nous avons beaucoup à nous dire. Stéphane s'avança, son téléphone toujours en train de filmer malgré ses mains moites. Vous êtes sur une propriété privée. Vous n'avez rien à faire ici. L'homme à l'allure militaire eut un rire sans joie. Propriété privée, monsieur Leclerc? Ces appareils ont été dérobés à l'État français en 1946. Votre grand-père était un voleur, et vous êtes receleur. C'est faux, rétorqua Stéphane, mais une pointe de doute s'insinua en lui. Le journal de son grand-père parlait d'acquisition par des voies non officielles. L'homme brandit un dossier. Colonel Laurent, retraité de l'armée de l'air. J'ai passé 30 ans à retrouver des avions et disparus des surplus après la guerre. Le PI-82 Twin Mustang de votre grand-père a été déclaré détruit lors de son transfert vers une casse en 1946. Il n'y est jamais arrivé. Laurent s'approcha du Twin Mustang, caressant l'aile comme on caresse son bien. Numéro de série 44 à 65 168. Le Desert Fox. Il devait être transformé en lingot. Mais le sergent Jean-Pierre Leclerc a falsifié les documents de transport et l'a détourné ici. Vous n'avez aucune preuve, intervint Monique. Laurent se tourna vers elle, un sourire glacial aux lèvres. Au contraire. Nous avons son dossier militaire et sa correspondance avec d'autres impliqués dans ce trafic. Votre grand-père était à la tête d'un réseau de vols d'avions expérimentaux. Chloé s'interposa, sa formation de chercheuse prenant le pas sur la peur. Quand bien même ce serait vrai, il y a prescription depuis des décennies. Et monsieur Leclerc possède un titre de propriété en bonne et due forme. Le visage de Laurent se durcit. Mademoiselle, il ne s'agit pas de simples objets volés. Ce sont des appareils militaires classifiés, dotés d'une technologie secret défense. Il n'y a pas de prescription pour ce type de délit.
Stéphane sentit le monde basculer. Les nobles efforts de son grand-père, réduits à une vulgaire affaire de vol. Pourtant, quelque chose clochait. Si ces avions sont si secrets et si précieux, dit Stéphane, pourquoi l'État n'a-t-il rien fait pendant 60 ans? Et pourquoi passer par un promoteur immobilier plutôt que par les voies officielles? Laurent et Moreau échangèrent un regard fugace, mais révélateur. Stéphane y décela de l'incertitude, voire de la duplicité. L'État a cherché, répondit Laurent, sans grande conviction. Ces avions représentent des millions d'euros d'argent public. Leur place est dans un musée national, pas dans une collection privée. Léo, qui n'avait pas dit un mot, intervint soudain. Si vous êtes du gouvernement, montrez vos cartes. Montrez votre mandat. La mâchoire de Laurent se contracta. C'est une enquête préliminaire. Nous évaluons la situation. C'est pourquoi, enchaîna Moreau mielleusement, nous sommes disposés à proposer un arrangement. Monsieur Leclerc conserve le terrain, et reçoit une juste compensation pour sa coopération dans la restitution des appareils à leurs légitimes propriétaires. Le téléphone de Stéphane tournait toujours. L'interaction entre Moreau et Laurent ne sentait pas bon. Ils n'agissaient pas comme des agents de l'État. Je veux des documents officiels, exigea Stéphane. Des cartes professionnelles, un mandat, tout ce qui prouve votre autorité. Laurent plongea la main dans sa veste. Stéphane crut qu'il allait sortir un portefeuille. Il en sortit une épaisse enveloppe qu'il jeta au sol. Les copies du dossier militaire de votre grand-père et les rapports de vol, dit Laurent. Tout ce qu'il vous faut pour comprendre que ces avions appartiennent à l'État, et que les détenir fait de vous un complice. Stéphane ramassa l'enveloppe, les mains tremblantes. Les documents semblaient authentiques, en têtes officielles, sceaux, rapports détaillés sur le vol de 3 appareils expérimentaux par le sergent Jean-Pierre Leclerc et ses complices. Mais un détail l'intrigua. Les dates et les signatures semblaient correctes, mais le papier était trop blanc, trop neuf pour des documents de 70 ans. Ce n'étaient pas des copies. C'étaient des faux, et de factures récentes. Ce sont des faux, dit Stéphane calmement. Je vous demande pardon? La voix de Laurent était menaçante. Ces documents sont des faux. Le papier, l'encre? Ça ne date pas de 1946. Stéphane releva la tête, son assurance grandissant. Vous n'êtes pas du gouvernement. Vous êtes des imposteurs. Moreau s'avança, son masque d'amabilité tombé. Monsieur Leclerc, vous commettez une grave erreur. Ces hommes sont des représentants de l'État. Pas du tout, coupa Monique. Elle avait profité de la discussion pour examiner les avions. Elle brandit une petite plaque de métal qu'elle avait démontée du Tiger IV. Cet appareil possède une immatriculation civile, délivrée à Jean-Pierre Leclerc en 1947. Propriété légale, dûment enregistrée auprès de l'administration de l'aéronautique civile. Elle montra la plaque à Stéphane. Votre grand-père n'a pas volé ces avions. Il les a achetés au surplus, comme des milliers d'autres après la guerre. Le visage de Laurent était livide. Cette immatriculation est un faux. Pas vraiment, intervint Chloé, son ordinateur portable déjà allumé. Je peux vérifier ça tout de suite dans la base de données de la DGAC. Ses doigts coururent sur le clavier. Après quelques secondes, elle leva les yeux, un sourire aux lèvres. Les 3 appareils sont bien enregistrés au nom de Jean-Pierre Leclerc, avec une chaîne de propriété ininterrompue depuis 1946 et 1947. Des achats légaux. Un silence de mort s'installa, seulement troublé par le sifflement du vent. Le regard que s'échangèrent Laurent et Moreau confirma les soupçons de Stéphane. C'étaient des escrocs, pris à leur propre piège. Je crois, dit Stéphane, son téléphone toujours pointé vers eux, qu'il est temps pour vous de quitter ma propriété. L'assurance de Laurent s'effrita, laissant place à une rage non contenue. Ce n'est pas fini, Leclerc. Ces avions valent 15 millions. On tue pour moins que ça. Est-ce une menace? Demanda Stéphane, s'assurant que son téléphone enregistrait bien. Moreau agrippa le bras de Laurent. Allons-nous-en. On réglera ça par les voies légales. En partant, Laurent se retourna une dernière fois. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Leclerc. Ces avions intéressent des gens bien plus dangereux que nous. Après leur départ, un silence abasourdi régna. Eh bien, dit finalement Monique, c'était très instructif.
Stéphane fixait les faux documents, peinant à réaliser ce qui venait de se passer. Il savait tout. Les numéros de série, les immatriculations. Ce qui veut dire, conclut Chloé sombrement, qu'ils ont une taupe. Quelqu'un qui a eu accès au dossier de votre grand-père. Stéphane passa en revue les personnes qu'il avait contactées, le notaire, la bibliothécaire, les experts. N'importe qui aurait pu vendre l'information. Il faut aller vite, dit Monique. Si des escrocs comme Laurent sont sur le coup, des criminels plus sérieux ne tarderont pas. Et eux ne s'embarrasseront pas de faux papiers. Stéphane regarda les 3 avions. Le secret de son grand-père était éventé. Le hangar n'était plus une cachette. Sa famille était en danger. Mais les titres de propriété étaient authentiques. Les avions lui appartenaient. Et il ne laisserait personne lui voler cet héritage. On va les restaurer, déclara-t-il avec fermeté. Et on va le faire vite, avant que d'autres ne tentent leur chance. L'atelier était une véritable ruche dès les premières lueurs de l'aube. Stéphane avait transformé le hangar principal de son grand-père en QG de l'opération de restauration. Monique supervisait la mécanique, Chloé gérait la documentation, et Léo mettait à profit ses talents d'ébéniste pour refabriquer des panneaux d'ailes. Il leur restait exactement 37 jours avant la saisie, chaque heure était précieuse. Bernard Leclerc était arrivé à l'aube avec une remorque d'outillage spécialisé et 2 mécaniciens de confiance. La nouvelle du projet et des menaces qui pesaient sur lui s'était répandue dans le petit monde des avions de collection, créant un élan de solidarité. Des dons de pièces, de temps et d'expertise affluaient de tout le sud-ouest. Le Merlin du PL-51 est en bien meilleur état que prévu, annonça Monique, les mains noires de cambouis. Votre grand-père a dû le protéger à la Cosmoline. L'intérieur est impeccable. On peut le faire tourner d'ici une semaine. Une immense fierté et une profonde gratitude envers ce grand-père qu'il n'avait pas connu envahir Stéphane. Chaque jour de travail révélait une nouvelle preuve de sa compétence et de son dévouement. Les avions n'avaient pas été simplement stockés, ils avaient été maintenus dans un état de conservation parfait, prêts à renaître. Le Tiger IV posait plus de problèmes. Sa configuration bimoteur exigeait des connaissances que même Monique et Bernard durent acquérir. Chloé avait contacté le musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui leur fournit des plans et des manuels d'entretien inédits. Cet appareil est un jalon de l'aviation embarquée, expliquait Chloé à une équipe de tournage venue filmer la restauration. Si on arrive à le faire revoler, ce sera le seul exemplaire de ce type au monde en état de vol. L'équipe de tournage faisait partie de la stratégie de Chloé, rendre le projet public pour le protéger. Plus le monde connaîtrait l'histoire, plus il serait difficile pour des gens comme Laurent de s'en emparer. Léo s'était investi corps et âme dans le projet, enchaînant les journées de 12 heures, acquérant un savoir-faire que son arrière-grand-père aurait applaudi. Sa précision en menuiserie s'appliquait parfaitement à la restauration aéronautique, et il était devenu le bras droit de Monique pour les finitions. « Regarde », dit-il à son père en lui montrant un panneau d'aile restauré. L'aluminium brillait, chaque rivet était parfaitement posé. L'arrière-grand-père avait noté que ce panneau avait été touché par la flaque. Je l'ai refait à l'identique, en suivant ses notes. Stéphane regardait son fils manier des outils qui avaient servi à 3 générations de Leclerc, sentant le fil invisible de l'histoire familiale. Quoi qu'il advienne, Léo avait trouvé dans ce projet un lien avec ses racines et la fierté du travail bien fait. Mais des ombres planaient. Au 23e jour, Stéphane découvrit une tentative d'effraction sur le hangar. Les serrures avaient tenu, mais les marques d'outils sur les portes trahissaient une intervention de professionnels. Ils s'enhardissent, constata Bernard Leclerc en examinant les éraflures. Et ils sont mieux équipés. Ce ne sont plus les amateurs de la dernière fois. Stéphane avait fait installer des caméras, mais les intrus avaient su éviter leurs angles de vue, preuve d'une préparation minutieuse. Le message était clair, ils étaient surveillés, et leurs ennemis attendaient le bon moment. Il faut accélérer, déclara Monique lors de leur briefing quotidien. Si on fait voler au moins un avion et qu'on le médiatise, il sera bien plus difficile de le voler ou d'en contester la propriété. L'équipe se concentra sur le PL-51 Mustang, BTS Dream, le plus proche de l'état de vol. Travaillant en relais jour et nuit, ils remontèrent le moteur, restaurèrent les circuits hydrauliques, et modernisèrent l'avionique tout en respectant l'authenticité de l'appareil. Le garage de Stéphane était passé au second plan. Il avait dû refuser des clients, déléguant les réparations courantes à Léo, qui jonglait entre le lycée et ses nouvelles responsabilités.
La pression financière était insoutenable. Les pièces et les matériaux coûtaient une fortune, et les revenus de Stéphane s'étaient taris. On pourrait vendre un des avions pour financer la restauration des deux autres, proposa Chloé lors d'une semaine particulièrement tendue. Même non volant, un PS-51 rapporterait assez pour finir le projet. Hors de question, trancha Stéphane. Mon grand-père les a gardés ensemble pendant 60 ans. On ne va pas séparer la collection. Son obstination rappelait si fort celle de Jean-Pierre que Monique devait parfois se pincer pour se souvenir qu'elle travaillait avec le petit-fils. Au 30e jour, le coup de grâce. Une livraison de pièces moteurs cruciale pour le Twin Mustang se volatilisa. Le suivi indiquait une livraison à la casse, mais le colis n'arriva jamais. Sans ces pièces, la restauration du PI-82 prenait des semaines, voire des mois de retard. Ce n'est pas un simple vol, dit Bernard sombrement. Quelqu'un a intercepté le colis pour nous saboter. Stéphane se sentit pris au piège. Il ne restait que 7 jours avant la saisie, et l'avion le plus précieux était cloué au sol. Les créanciers ne se contenteraient plus de promesses. Ce soir-là, dans l'atelier de son grand-père, au milieu des manuels de vol, il se replongea dans le journal du vieil homme. Vers la fin, il tomba sur une entrée qui changea sa perspective. 4 juillet 1946, avait écrit son grand-père. Charles Fournier aurait eu 23 ans aujourd'hui. En ce jour de fête nationale, je pense à la liberté que son sacrifice nous a offerte. BTS Dream attend dans le hangar. Il attend quelqu'un qui comprendra que la liberté a un prix, et que certaines dettes sont impayables. Si quelqu'un lit ces lignes un jour, qu'il se souvienne que ces oiseaux ne sont pas des machines. Ce sont des monuments au courage. Ils doivent revoler. Non pour l'argent, non pour la gloire, mais pour la mémoire. Stéphane referma le journal. Il comprenait enfin. Ces avions n'étaient pas un investissement. C'était un dépôt sacré, un devoir de mémoire. Il trouva Monique dans le hangar, travaillant à la lueur d'une baladeuse sur le régulateur d'hélice du PL-51. Malgré son âge, elle abattait des journées de 16 heures, portée par la même flamme que son grand-père. « On va les faire voler », dit Stéphane doucement. Les 3, en même temps. En formation, pour montrer au monde ce que mon grand-père a sauvé. Monique leva les yeux, le visage fatigué mais le regard vif. « Stéphane, on n'a pas le temps de préparer les 3. Le PS-51 est presque prêt, mais les autres. Alors on trouvera le temps. On travaillera sans relâche. On mobilisera tout le monde. On fera ce qu'il faut. » La voix de Stéphane était celle d'un homme qui a trouvé sa voie. Mon grand-père a attendu 60 ans qu'on comprenne son œuvre. Je ne le trahirai pas. Monique le dévisagea. Elle vit dans ses yeux une résolution nouvelle, qui dépassait les contingences matérielles. Il ne s'agit plus de la saisie, n'est-ce pas? Non, répondit Stéphane. Il s'agit de terminer ce qu'il a commencé. Il s'agit de faire en sorte que Charles Fournier et les autres ne tombent pas dans l'oubli. La semaine qui suivit fut d'une intensité folle. La nouvelle de leur mission se propagea, attirant des bénévoles de tout le pays. Mécaniciens retraités, historiens, passionnés, tous convergèrent vers la casse. La chance tourna lorsque Léo découvrit une cache de pièces d'origine derrière l'atelier. Son arrière-grand-père avait amassé des pièces de rechange pendant des décennies, prévoyant ce moment. « Regarde », dit Léo, montrant des pièces moteurs encore dans leur emballage d'origine. Il avait tout prévu. On a de quoi finir le Twin Mustang. À 3 jours de l'échéance, les 3 avions étaient mécaniquement prêts. Le PS-51 avait déjà fait ses essais au sol, le son de son Merlin tirant des larmes à Monique. Le démarrage du Twin Mustang était prévu pour le lendemain. Le Tiger 4 attendait son heure. Mais Stéphane savait que la partie n'était pas gagnée. Le vrai défi serait de voir ces 3 appareils, silencieux depuis 60 ans, reprendre les airs ensemble, portant avec eux les rêves et les sacrifices d'une génération. Au soir du 34e jour, Stéphane contemplait le fruit de leur travail acharné. Demain, les premiers vols d'essai. Et ensuite, le vol en formation, l'hommage à la vision de son grand-père. Les avions, sous les projecteurs, n'étaient plus des pièces de musée, mais des machines vivantes, prêtes à reconquérir le ciel. Stéphane sentit la présence de son aïeul, non comme un fantôme, mais comme un passage de relais. 3 jours pour sauver non seulement une casse,
mais la mémoire des hommes qui avaient piloté ces avions vers leur destin. L'aube se leva sur la garrigue, d'une netteté qui rendait chaque détail saisissant. Posté sur la piste de fortune qu'ils avaient aménagée, Stéphane regardait le soleil colorer les montagnes de teintes cuivrées. Derrière lui, 3 avions restaurés, leur aluminium poli renvoyant la lumière matinale, attendaient de revoler après plus de 60 ans. La presse était là depuis l'aube, journalistes spécialisés, télévision locale, documentaristes, tous conscients d'assister à un événement exceptionnel. La nouvelle s'était propagée, attirant des curieux de toute la région, qui installaient chaises pliantes et appareils photo le long du chemin de terre. Monique sortit du cockpit du P-51, vêtue d'une combinaison de vol qui semblait d'époque. À 83 ans, ses gestes étaient mesurés, mais ses yeux brillaient de la vigilance d'un pilote. BTS Dream est paré, annonça-t-elle en retirant son casque, révélant une coiffure des années 40. Plein fait, température OK, tout système au vert. Stéphane sentit sa gorge se nouer. Voir Monique aux commandes du P-51 de son grand-père créait un pont entre les générations, un lien tangible entre la jeune femme qui convoyait des chasseurs et l'appareil qui avait attendu ce jour pendant des décennies. Bernard Leclerc acheva son inspection du Twin Mustang, caressant les pales de l'hélice avec un respect presque religieux. Les 2 moteurs tournent comme une horloge, déclara-t-il. Votre grand-père les a entretenus comme s'ils devaient revoler le lendemain. Le Tiger 4 était le plus grand défi. Aucun pilote vivant ne connaissait ses spécificités. Un pilote d'essai retraité de la marine, Antoine Leroy, s'était porté volontaire. C'est l'inconnu, admit-il en ajustant son parachute. Mais la conception est saine. S'il était assez sûr pour les pilotes d'essai de 1946, il le sera pour ce vieux fou. Chloé immortalisait chaque instant. Sa thèse était devenue un projet de bien plus grande envergure, une étude qui allait redéfinir l'histoire de la préservation aéronautique. C'est unique, dit-elle. 3 appareils rares, conservés en état de vol par un seul homme. Votre grand-père a créé le plus grand musée privé de l'aviation française. Léo se tenait près de son père, coiffé d'un casque de vol de son arrière-grand-père. Le cuir était usé, mais il le portait avec une fierté qui émut Stéphane. « Tu es prêt ?» demanda-t-il à son fils. « J'ai été prêt toute ma vie, » répondit Léo, sans le savoir. Le premier démarrage de moteur fit vibrer l'air d'un son oublié. Le Merlin du P-51 toussa, puis rugit, ce son qui avait jadis rempli le ciel d'Europe. La foule applaudit spontanément. Monique fit monter le régime, sentant l'avion frémir après 60 ans d'immobilité. L'hélice mordit l'air, et BTS Dream s'ébranla. Contrôle, ici le BTS Dream, demande autorisation de roulage. BTS Dream, autorisé. Écrivez l'histoire. Le P-51 roula sur la piste improvisée avec une précision mécanique. Stéphane, à travers ses jumelles, admira l'aisance de Monique. Le Twin Mustang démarra ensuite, ses 2 moteurs créant une symphonie mécanique. Le travail de Bernard était visible dans chaque mouvement fluide. Desert Fox est prêt au roulage, annonça Bernard, la voix tendue par l'émotion. Enfin, le Tiger 4 s'éveilla. Son rugissement était plus grave, plus agressif. Antoine Leroy, avec son expérience, se montra méthodique et prudent. Expérimental 7, système OK, prêt au décollage. Stéphane, au bord de la piste, regardait ces 3 morceaux d'histoire s'apprêter à renaître. Autour de lui, des centaines de personnes retenaient leur souffle. L'air matinal était idéal. Si l'esprit de son grand-père était là, pensa Stéphane, il ne pouvait rêver de meilleures conditions. C'est parti, crépita la voix de Monique à la radio. Le vol d'une vie. On ramène ces oiseaux à la maison. Le P-51 s'arracha du sol avec une grâce instinctive. Le pilotage de Monique était précis et doux. Alors que le Mustang prenait de l'altitude, 60 ans de silence furent brisés par le chant du Merlin. BTS Dream en l'air, annonça Monique, sa voix rayonnant de joie. Systèmes nominaux, en montée. Stéphane, à travers les jumelles de son grand-père, vit le P-51 virer au-dessus de la casse, son aluminium scintillant au soleil. Les larmes lui montèrent aux yeux, non seulement pour l'exploit, mais pour la justification de la foi de son grand-père. Le Twin Mustang le suivit. La main experte de Bernard guida l'étrange appareil avec assurance. Son double fuselage dessinait une silhouette unique dans le ciel. Desert Fox en l'air,
rapporta Bernard. Il vole à la perfection. Votre grand-père savait ce qu'il faisait. Enfin, Antoine Leroy aligna le Tiger 4. L'appareil, un prototype, était une inconnue. Leroy, en pilote d'essai chevronné, fit monter la puissance progressivement. Le Tiger 4 décolla avec une puissance surprenante. Expérimental 7 en l'air, annonça Leroy. Il a du tempérament, mais il est franc. Demande à rejoindre la formation. Le cœur de Stéphane battait à tout rompre en voyant ces trois légendes converger dans le ciel. Leur formation n'était pas militaire, mais une composition gracieuse, un hommage à leur histoire commune. Chloé, à côté de lui, filmait la scène, des larmes coulant sur ses joues. « Votre grand-père serait si fier », murmura-t-elle. Les trois avions survolèrent la région en un large cercle, leur moteur créant une harmonie oubliée. Au sol, la foule applaudissait, mais Stéphane n'entendait rien, les yeux rivés au ciel où son héritage prenait son envol. « Formation Leclerc, ici approche Toulouse », dit la voix respectueuse du contrôleur. « Vous êtes prioritaire. Cap 270 pour les meilleures vues sur le pic du Midi de Bigorre. » Les trois appareils virèrent vers l'ouest. Monique menait la formation avec la confiance de celle qui avait survolé ces terres des décennies plus tôt. Près du pic du Midi, la formation se resserra pour les photographes. Le Tiger 4, légèrement au-dessus, le Twin Mustang sur la gauche, et en tête, BTS Dream, reine des cieux. Stéphane les observait passer au-dessus des banlieues de Toulouse, sachant que des milliers de personnes découvraient ces avions pour la première fois. La scène était un pont entre le présent et le passé. C'est ce qu'il voulait, se dit Stéphane en pensant à son grand-père. Pas seulement les sauver, mais les laisser vivre. Le vol dura 45 minutes. Les pilotes ne signalèrent aucun problème. À l'approche de l'atterrissage, la voix de Monique était empreinte de satisfaction. Formation Leclerc demande à se poser. Mission accomplie. Formation Leclerc, autorisée. Bienvenue chez vous. Les trois avions se posèrent avec la même grâce qu'au décollage. Quand les moteurs se turent, une ovation monta de la foule. Stéphane et Léo coururent vers les appareils, le cœur débordant de fierté. Léo portait le casque de son arrière-grand-père, un sourire radieux aux lèvres. Monique descendit du PL-51, le visage illuminé. Elle retira son casque, ses cheveux en désordre. « Les oiseaux de votre grand-père ont réappris à voler », dit-elle simplement. « Et ils sont magnifiques. » 6 mois plus tard, Stéphane se tenait au même endroit. La casse était devenue le musée du patrimoine aéronautique Leclerc. Les rangées de carcasses avaient cédé la place à des expositions soignées sur l'histoire de l'aviation. Les trois Warbirds trônaient dans un nouveau hangar climatisé, accessible au public. 4700 visiteurs le mois dernier, annonça Chloé, devenue conservatrice en chef du musée. Sa thèse avait servi de base à l'interprétation historique. Stéphane observait un groupe d'écoliers, captivés par les explications de Léo sur le moteur Merlin. Son fils était devenu un guide passionné, alliant savoir technique et enthousiasme. Le vol en formation avait eu un retentissement national, attirant passionnés, historiens et investisseurs. Le musée de l'air et de l'espace s'était associé à eux pour des expositions itinérantes. Plus important encore, les revenus générés par le musée avaient assuré la pérennité du site. La menace de saisie n'était plus qu'un lointain souvenir. Monique, à 84 ans, était toujours aussi active, entretenant les avions et réalisant des vols de démonstration. Les vétérans de Corée veulent un autre vol en formation pour leur réunion, dit-elle à Stéphane. Le musée était devenu un lieu de rencontre et de mémoire. Jacques Moreau et ses complices s'étaient volatilisés après la médiatisation de l'affaire. Leur fraude avait été exposée au grand jour. Le succès avait aussi permis de renouer avec le passé. La famille de Charles Fournier, le pilote de BTS Dream, avait assisté à l'inauguration, apportant des photos et des souvenirs qui enrichissaient l'exposition. « Votre grand-père a sauvé plus que des avions », lui avait dit le neveu de Fournier. Il a sauvé la mémoire de ces hommes. Stéphane parcourait les expositions, voyant les liens entre le passé et le présent. Une section était dédiée aux femmes pilotes, une autre à l'histoire des surplus militaires. Mais le cœur du musée restait les trois avions et leur histoire. Les visiteurs pouvaient lire le journal de Jean-Pierre Leclerc, voir ses outils, comprendre sa patience. Léo s'était épanoui.
L'adolescent qui se plaignait d'hériter de ferraille parlait désormais avec passion de la préservation du patrimoine. « Je pense m'orienter vers l'ingénierie aérospatiale », dit-il à son père un soir. Avec une spécialisation en préservation historique. Stéphane était fier de voir son fils tracer une voie qui honorait à la fois le savoir et la tradition familiale. Chloé les rejoignit pour la fermeture. Leur relation s'était construite sur leur engagement commun. L'amical Jean-Baptiste Sali veut nos avions pour la tournée du 80e anniversaire du débarquement, annonça TL. L'idée de partager cette histoire avec un public plus large séduisit Stéphane. C'était l'aboutissement de la vision de son grand-père. En partant, il jeta un dernier regard aux 3 appareils, machines vivantes, prêtes à revoler. La lettre de son grand-père, exposée à l'entrée, prenait tout son sens. Certaines choses valent plus que de l'argent. Stéphane avait appris que la liberté, ce n'était pas seulement une affaire de moteur et de guerre. C'était le courage d'honorer le passé pour construire l'avenir. C'était comprendre que les vrais trésors sont faits de mémoire, de sens et de liens entre les générations. Dehors, dans la nuit, le bruit lointain d'un avion de ligne. Des passagers voyageant grâce à une technologie dont les ancêtres reposaient dans le hangar derrière lui. La boucle était bouclée, mais l'histoire continuerait, tant que des gens se souviendraient que la liberté, comme les avions qui la défendent, exige un entretien constant pour continuer à voler.